Très, très, très heureux d'être avec vous aujourd'hui. J'aimerais commencer par reconnaître que nous sommes situés en territoire traditionnel de la nation Kanien'kehá:ka, ici à Montréal. L'île est historiquement connue comme un lieu de rassemblement pour de nombreuses Premières Nations et peuples autochtones. Alors, bon 10e édition du symposium Ouranos. On peut dire que vous avez fait beaucoup de chemin dans cette dernière décennie. Je me souviens des premières années en tant que militant, lorsque Ouranos a été lancé en 2001, avec l'aide d'Environnement et Changement climatique Canada, d'Hydro-Québec et du gouvernement du Québec. J'étais d'ailleurs dans la salle au moment du lancement. Aujourd'hui, Ouranos est devenu un important pôle d'innovation et de concertation dans les secteurs de l'adaptation au changement climatique. Et je pense que le nombre de personnes ici en est la preuve. Alain Bourque me disait qu'ils ont dû refuser 200 personnes. Alors, je pense que ça démontre tout l'intérêt qu'il y a pour cette question-là. Et comme Alain Webster l'a dit, je tiens à remercier chacun et chacune d'entre vous pour tout le dévouement que vous avez à l'égard de l'urgence climatique. Je souhaite saluer la mairesse de Montréal, Valérie Plante, qui sera parmi nous, également l'ancien premier ministre du Québec, M. Jean Charest. Je ne vais pas passer à travers toute la liste des autres délégués intervenants, mais considérez-vous salués. À l'aube de mon parcours de militant climatique, nous tentions de mettre en garde la population contre les bouleversements qui allaient venir avec les changements climatiques. Mais à l'époque, il y a une trentaine d'années de ça, les gens ne nous croyaient simplement pas ou on nous traitait d'alarmistes. Maintenant, je pense que les répercussions sont présentes et réelles pour un nombre grandissant de Canadiens et de Canadiennes, ainsi que de gens partout sur la planète. C'est de plus en plus difficile de les ignorer. Nous sommes la toute première génération à être réellement témoins de l'évolution du climat. C'est un moment crucial où nous devons nous assurer que nos communautés soient prêtes à y faire face. Car, comme vous le savez, les répercussions sont de plus en plus graves, année après année. Certains et certaines d'entre vous connaissez peut-être le livre publié l'an dernier par John Valiant, intitulé « L'âge du feu ». Dans son livre, M. Valiant offre une analyse détaillée de l'incendie qui a ravagé Fort McMurray en 2016. À l'époque, il s'agissait, et de loin, de la catastrophe la plus coûteuse de l'histoire du Canada. On sait maintenant qu'il y en a eu beaucoup d'autres depuis. Mais M. Valiant, dans son livre, estime que nous sommes entrés dans ce qu'il appelle le Pétrocène, expliquant que la maîtrise du feu a été au cœur de notre évolution, mais que nous sommes aujourd'hui dépendants des combustibles fossiles, embourbés dans un cercle vicieux où les feux de forêt et autres catastrophes naturelles s'aggravent pratiquement d'année en année. La quasi-multiplication par 2 des concentrations de CO2 dans l'atmosphère et l'inflammabilité de tous les plastiques présents dans nos bâtiments nous ont rendus très vulnérables, notamment à la question des feux de forêt. Et on le constate pratiquement d'année en année, que ce soit les feux de forêt cette année à Los Angeles, ceux de Jasper l'été dernier, ceux qu'on a connus au Québec et ailleurs au Canada en 2023. Et de nouveaux records ne cessent d'être battus. Comme vous le savez probablement toutes et tous, l'année 2024 a été la pire saison de l'histoire du Canada en matière de dommages causés par les phénomènes météorologiques extrêmes. Ça représente souvent des milliards de dollars, plus de 8 milliards l'an passé, selon le Bureau d'assurance du Canada. Et cette année, en 2025, l'Institut du climat du Canada estime que les coûts des changements climatiques pourraient grimper à 25 milliards de dollars. Ça représente près de la moitié de la croissance prévue de notre PIB. C'est quand même pas rien. On parle ici d'un pays du G7 et les impacts pourraient être de cet ordre-là. Alors, quand des politiciens décident d'ignorer cette réalité, c'est l'ensemble de la population canadienne qui le laisse tomber. Mais on en a parlé tout à l'heure sur le panel, il y a un nouveau style populiste de droite qui engendre énormément de désinformation sur plusieurs questions, mais certainement sur la question des changements climatiques, qui est de plus en plus omniprésente, je dirais, sur Internet et les réseaux sociaux. Au lieu de se pencher sur les causes des incendies de forêt ou de trouver des solutions, on a vu les services d'incendie être critiqués, les pompiers, les familles ayant perdu leur maison être au centre des jeux politiques. On a vu ça aux États-Unis, puis on a vu ça au Canada également. Je l'ai constaté l'an dernier à Jasper. Quand même, Alain Webster parlait du fait qu'il y a un large consensus politique, et je suis évidemment très d'accord avec lui. Il y a un éléphant dans la pièce à la Chambre des communes. Il faut quand même le faire. Pierre Poilievre a organisé, il y a quelques années, un événement à Kelowna, alors que la ville venait de passer au feu, contre l'action climatique. Il faut le faire quand même. C'est des politiciens qui sont déconnectés de cette réalité-là
et qui sont déconnectés des Canadiens et des Canadiennes qui, eux, sont de plus en plus préoccupés par la question des changements climatiques. Un récent sondage de Léger Marketing commandé par Équiterre montre que les communautés partout au Canada comprennent de mieux en mieux l'impact des phénomènes climatiques extrêmes et qu'elles souhaitent un engagement clair de leur gouvernement. C'est 64 des personnes sondées ont déclaré être préoccupées par l'impact des changements climatiques sur le prix de leur assurance habitation. Il y a des bonnes nouvelles quand même, il n'y a pas juste des mauvaises nouvelles. Alors, nous avons maintenant un plan de réduction des émissions de gaz à effet de serre qui fonctionne. C'est la première fois dans l'histoire de notre pays que nous sommes capables de réduire les niveaux de pollution alors que l'économie fonctionne à plein régime. Il faut quand même se rappeler que lorsque nous sommes arrivés au pouvoir en 2015, les projections étaient que le Canada allait dépasser de 30 les objectifs que le gouvernement précédent s'était engagé à mettre de l'avant. Alors aujourd'hui, nos émissions sont à leur plus bas niveau en 27 ans. Alors maintenant qu'on a commencé au Canada à infléchir la courbe des émissions, il faut poursuivre sur cette lancée. Puis il faut aussi rendre ces objectifs concrets et compréhensibles pour la population. Une des solutions est de leur montrer l'incidence des changements climatiques sur les phénomènes météorologiques extrêmes qu'ils voient. Alors c'est pourquoi l'été dernier, Environnement et Changement climatique Canada a fourni des mises à jour mensuelles montrant à quel point les vagues de chaleur sont plus susceptibles de survenir en raison des changements climatiques. Nos experts ont analysé 37 vagues de chaleur et ont conclu qu'elles étaient toutes plus probables d'être survenues en raison des changements climatiques. Nous devons aussi continuer notre lutte contre la désinformation. Nous devons également nous unir pour aider les familles et les communautés à résister au changement graduel des régimes de précipitation et de température. Parce que, comme vous le savez, les dangers des changements climatiques ne se résument pas à des événements catastrophiques. Nous sommes également menacés par des changements qui s'exercent lentement au fil du temps. Il y a un nombre de choses importantes que nous devons faire et planifier au cours des prochaines années. Je n'en nomme que quelques-uns, évidemment, nos infrastructures essentielles, les routes, les ponts, nos installations de traitement des eaux, nos systèmes de télécommunication, d'alimentation en électricité et les systèmes auxiliaires, nos routes d'évacuation, systèmes de santé, et bien sûr en renforçant la résilience de nos habitations. Aujourd'hui, un peu plus tard, mon ami et collègue Arjit Sajjan, le ministre de la Protection civile, va annoncer des changements importants au programme critique des accords d'aide financière en cas de catastrophe du gouvernement fédéral. Depuis sa création au début des années 70, ce programme a consacré 9 milliards de dollars à la reconstruction après les désastres. Mais la majeure partie de ces sommes ont été dépensées au cours des 10 dernières années. Les changements que Arj va annoncer à partir du 1er avril, nous réformerons le programme pour qu'il se concentre sur des préventions de catastrophes futures. Il comprendra désormais un nouveau volet consacré à l'atténuation des effets des catastrophes qui financera au moins 50 des coûts supportés par les provinces pour la mise en place de structures destinées à prévenir les catastrophes avant qu'elles ne se produisent. Le programme financera également des mesures de soutien supplémentaires, telles que des conseils en matière de santé mentale et de finances, pour que la population touchée puisse en bénéficier. En outre, le seuil des petites entreprises endommagées, dont le chiffre d'affaires est inférieur à 2 millions de dollars, sera porté à 15 millions de dollars. Alors, nous aurons plus de détails sur ces changements annoncés un peu plus tard aujourd'hui. Il y a 2 ans, notre gouvernement a lancé la toute première stratégie nationale d'adaptation au Canada. C'est un moment marquant pour la société canadienne. Cet effort a nécessité beaucoup de coordination avec les provinces, les territoires, les peuples autochtones, les experts, comme beaucoup d'entre vous dans la salle, pour déterminer des cibles claires qui réduiraient les risques face aux impacts des changements climatiques. Nous avons mis de l'avant des investissements ciblés dans la résilience climatique pour les communautés comme jamais auparavant. Je vous donne quelques exemples. Lancer une initiative massive de plantation d'arbres pour atténuer les vagues de chaleur dans l'est de Montréal. Aider Victoriaville à accroître sa résilience aux inondations et à protéger sa population contre les incendies en réduisant le nombre de résidents sans services essentiels. Nous avons aidé Sainte-Marthe-sur-le-Lac à réparer, renforcer et surélever et à imperméabiliser sa digue suite aux inondations du printemps 2019. Une des initiatives qui m'emballe le plus, c'est certainement le nouveau programme de leadership local pour l'adaptation climatique que nous avons lancé l'été dernier avec la Fédération canadienne des municipalités à travers le Fonds vert. Il s'agit de l'un des investissements les plus importants de l'histoire du Canada en matière d'adaptation climatique des collectivités. Ce programme contribuera à financer plus de 1400 projets dans des municipalités de partout au pays. Les projets pourront inclure la construction de nouveaux barrages et réservoirs de contrôle des inondations,
améliorer les infrastructures comme construire des routes surélevées, ou la création d'espaces verts pour atténuer les îlots de chaleur et soutenir la biodiversité. La mairesse aime beaucoup ça, les parcs éponges, moi aussi, on est tous les deux, on aime beaucoup ça. Ce programme soutiendra également les municipalités à élaborer des plans d'adaptation au changement climatique, qui est également un objectif du gouvernement du Québec. Notre première vague de projets sera bientôt annoncée à l'échelle nationale et je sais que la Fédération canadienne des municipalités travaille avec le gouvernement du Québec pour que nous puissions soutenir les municipalités ici également. Car le Québec est depuis longtemps un chef de file, à commencer par sa propre stratégie d'adaptation au changement climatique. J'ai d'ailleurs le plaisir de vous annoncer que nos gouvernements travaillent ensemble sur un accord d'adaptation fédéral-provincial afin de s'assurer que les programmes fédéraux répondront aux priorités d'adaptation des Québécois et des Québécoises. Le Québec et le Canada ont une longue tradition de collaboration qui a commencé avec la création d'Uranos il y a près d'un quart de siècle. Mais même s'il y a encore des obstacles sur nos routes, nous devons continuer de travailler à trouver des moyens de collaborer. C'est d'ailleurs dans cet esprit de collaboration que j'ai le plaisir d'annoncer aujourd'hui un investissement conjoint de 64 millions de dollars avec le gouvernement du Québec pour améliorer la capacité de la province à se préparer et répondre aux feux de forêt. Le Canada et le Québec fourniront chacun 32 millions de dollars sur 3 ans dans le cadre du programme Combattre et gérer les feux de forêt dans un climat en changement. Ces investissements pourront servir à acquérir du matériel de lutte contre les incendies de forêt, comme des véhicules et des aéronefs, recruter des pompiers et la formation et du perfectionnement. Alors, cet accord montre, je pense, comment nous redoublons d'efforts pour protéger nos collectivités, protéger nos forêts et ainsi éviter des impacts économiques et humains désastreux. Depuis 2015, notre gouvernement a pris des mesures sans précédent pour aider à construire des communautés plus fortes et plus résilientes et à protéger la population. On voit l'importance d'avoir à la table des gouvernements qui acceptent la réalité des changements climatiques et qui agissent pour protéger les collectivités au lieu de se fermer les yeux. Vous avez peut-être vu que le chef de l'opposition officielle à Ottawa me traite depuis longtemps de ministre radical de l'environnement. Alors, je me demande bien qui de nous deux est radical? Celui qui travaille avec des experts des municipalités, des provinces, des peuples autochtones pour lutter contre les changements climatiques et mettre en place des programmes d'adaptation, ou celui qui, quand il ne nie pas carrément la réalité des changements climatiques, fait tout pour empêcher cette action climatique. Avec la stratégie nationale d'adaptation, les bases d'une politique ciblée partout au pays sont désormais en place. Grâce aux investissements, à la planification et à la collaboration, nous pouvons soutenir les collectivités confrontées aux catastrophes climatiques et faire en sorte que les générations futures de Canadiens et Canadiennes puissent vivre dans un pays plus sûr et plus prospère. Merci beaucoup. Okay. Vous avez évoqué la possibilité de remplacer la taxe carbone par quelque chose. Ce serait par quoi et quand? Bien, en fait, ce que j'ai dit, c'est que je continue de croire que le volet consommateur de la tarification carbone est un outil qui fonctionne en termes de politique publique, qui nous permet de réduire les émissions, mais je reconnais aussi que c'est un outil qui passe de moins en moins bien dans la population. Notre plan de lutte au changement climatique ne repose pas sur une seule mesure. Il y a une centaine de mesures qu'on a déployées au cours des dernières années. Alors, c'est certain qu'il y a d'autres mécanismes qu'on peut utiliser pour poursuivre la lutte au changement climatique. On peut bonifier dans certains cas. Je pense à le volet industriel de la tarification carbone, par exemple, qui nous donne près des 3/4 de nos réductions d'émissions. Il y a le plafond sur les émissions de gaz à effet de serre qui s'en vient. Je vais finaliser au cours des prochaines semaines un règlement pour que le secteur du pétrole et du gaz réduise leurs émissions de méthane, un gaz à effet de serre très puissant, d'au moins 75 % d'ici 2030. C'est le règlement le plus sévère sur la planète pour le méthane et nous sommes le 4e plus grand producteur de pétrole et de gaz. Alors, la consommation de carburant, parce que c'est ça l'objectif du volet pour les individus là, sur la taxe carbone. Alors, vous remplaceriez ça par quoi? Bien, l'objectif du volet consommateur, c'était notamment pour faire en sorte que les gens adoptent des comportements différents. Alors, c'est certain qu'on va regarder quels sont les autres mécanismes qu'on pourrait mettre en place. Là, je n'ai pas de réponse précise à vous fournir puisqu'on y travaille présentement. Vous avez des exemples. Vous travaillez là-dessus depuis longtemps. Je veux dire, vous avez réfléchi à ces questions-là longtemps. Vous avez sans doute quelques exemples en tête. Ce qui pourrait remplacer ça? Bien, je vous en ai donné, en termes de réduction des émissions de gaz à effet de serre, je vous en ai donné quelques-uns, donc, de ces exemples-là. C'est certain que tout ce qu'on fait, par exemple, en matière d'investissement en transport actif et collectif, des investissements records d'ailleurs, dans les deux cas, le support pour toute la filière de la voiture électrique, de batterie, ainsi de suite,
Donc, ce sont également des éléments qui vont nous aider à réduire notre consommation d'essence dans le secteur des transports. Et là-dessus, on poursuit à 100 000 à l'heure. J'aimerais vous entendre sur la menace de tarifs de Donald Trump qui arriverait samedi. Est-ce que ça vous inquiète en tant que ministre de l'Environnement? Bien, je pense que nous sommes toutes et tous très saisis de cette question-là. Le Canada prépare une réponse. Si les tarifs vont venir, on verra. Et je ne vais pas spéculer là, sur ce qu'on va faire. On va voir d'abord si c'est le cas, le 1er février. Quelle est la nature de ces tarifs-là? Quels secteurs sont impactés? À quel niveau? Puis on va ajuster notre réponse par rapport à ça. Qu'est-ce que votre gouvernement peut faire pour les Canadiens avant le retour de la Chambre le 24 mars, si jamais les tarifs sont exécutés? Bien, il y a énormément de mesures que nous avons et d'outils que nous avons déjà à notre disposition, sans nécessairement avoir besoin de retourner vers la Chambre des communes. Et là, il y a même un parti d'opposition qui a dit, bien, si c'est nécessaire, nous, on serait prêts à supporter le gouvernement en Chambre. Donc, je pense qu'on va voir quelles seront ces mesures-là, si elles arrivent, ces mesures tarifaires-là, puis quelle est la nature de la réponse qui est nécessaire. Est-ce qu'on a tous les outils présentement ou est-ce qu'on a besoin de faire autre chose? Soit tractation avec les partis d'opposition, par exemple, s'il y a certaines mesures qui demanderaient un vote du Parlement pour débourser d'argent, par exemple? Bien, vous comprendrez que je suis le ministre de l'Environnement. Alors, ce serait le leader en Chambre qui s'occupe de ça, Steve McKinnon, ainsi que plusieurs autres collègues. Moi, je m'occupe de mon bout sur les mesures environnementales et comment on va s'assurer que nos mesures puissent continuer d'aller de l'avant. Moi, je ne suis pas de l'école. Mon Dieu, il faut tout arrêter ce qu'on fait en matière de lutte au changement climatique parce que les États-Unis, l'administration Trump n'est plus intéressée. Si on pense à la norme zéro émission, par exemple, oui, il n'y en a plus au fédéral, aux États-Unis, mais il y a quand même 15-16 États qui ont leur propre norme zéro émission en matière de véhicules, dont la Californie, dont beaucoup d'autres. Justement, à ce sujet-là, il y a des gouvernements qui commencent déjà à dire, chez nous, qu'il faut lever le pied sur les mesures climatiques à cause des mesures de Donald Trump. Vous en pensez quoi? On ne va pas commencer à défaire notre plan de lutte au changement climatique sur la base de mesures qui viendraient peut-être des États-Unis. On n'est pas sûr. Ça ne fait aucun sens. Voyons quelles seront les mesures qui seront annoncées par l'administration Trump, comment elles impactent les Canadiens et les Canadiennes. Puis s'il y a des ajustements qui sont nécessaires, mais moi, je ne suis pas du tout à l'école il faut commencer à faire des modifications de façon préventive. Ça ne fait aucun sens. M. Poilievre a parlé de ramener des projets comme GNL Québec pour justement le pétrole, pour éviter les tarifs aux États-Unis. Est-ce qu'on pourrait faire ça au Canada justement pour que notre pétrole soit marchandisé ici? Écoutez, c'est... Monsieur Poilievre ne semble pas comprendre comment la réalité énergétique du Canada, de l'Amérique du Nord et de la planète fonctionne. Il y a eu des audiences publiques du fédéral et du provincial sur le projet GNL Québec. Ce projet-là a été rejeté par le gouvernement du Québec et par le gouvernement fédéral. Si on allait de l'avant avec un projet comme ça, là, dans 10 ans, on en parlerait encore. Donald Trump ne serait même plus à la Maison-Blanche. M. Poilievre a cette tendance de la pensée magique. Il pense que ces projets-là se font en claquant des doigts. C'est complètement ridicule et ça n'a rien à voir avec la réalité. On va vendre notre pétrole si on ne peut plus le vendre aux États-Unis? Pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas vendre notre pétrole aux États-Unis? Écoutez, moi, nous sommes l'un des plus grands exportateurs d'énergie vers les États-Unis d'Amérique. Si le Canada devait cesser nos exportations, le coût de l'énergie augmenterait de façon significative aux États-Unis. Moi, je ne suis pas certain que le président Trump serait intéressé par ça. Oui, j'aimerais peut-être vous entendre aussi sur ce que vous avez annoncé, l'enveloppe pour l'adaptation aux feux de forêt. Comment les négociations se sont passées avec le Québec, sachant qu'il y a plusieurs dossiers en matière de forêt sur la table entre les gouvernements? Bien, je pense que sur la question de l'adaptation au changement climatique, j'en ai parlé tout à l'heure, bon, on annonce quelque chose conjointement aujourd'hui, 64 millions de dollars. Nous travaillons sur une entente fédérale-provinciale sur l'adaptation au changement climatique pour nous assurer que les programmes fédéraux sont bien adaptés aux besoins des Québécois et des Québécoises. Et là-dessus, je pense qu'il y a une bonne collaboration. Et moi, je suis confiant que dans un avenir prochain, il pourrait avoir une entente avec le gouvernement du Québec sur la question d'adaptation. Est-ce que ces changements-là vont se mettre en place dans les prochaines semaines avant le retour en Chambre ou c'est pas l'horizon? Bien, en fait, que ce soit pour le programme sur les feux de forêt, que ce soit de façon plus générale pour l'adaptation, je n'ai pas besoin de retourner à la Chambre des communes pour ça. J'ai toutes les autorisations nécessaires pour pouvoir signer une entente de cette nature-là. Oui. Vous avez parlé de possibilité d'acheter des avions. Oui. Donc, j'imagine des Canadair.
est-ce que c'est possible d'en acheter à qui? Et ça prend combien de temps avant d'en avoir? À partir du moment où on en commande. Vous comprendrez que ce n'est pas le gouvernement fédéral qui fait ça, ce sont les provinces qui se portent acquéreurs de ces aéronefs-là. Nous, ce qu'on veut faire, c'est donner aux provinces les moyens nécessaires pour faire face aux incendies de forêt. Après ça, à eux de décider comment ils veulent investir. Est-ce que c'est tel type d'équipement ou tel autre? Je n'ai pas les détails là, sur l'achat, puisque ce n'est pas nous qui sommes responsables de ça. Mais avez-vous une idée de combien de temps ça prend avant de commander un canadair? Je n'ai pas cette information-là. Merci beaucoup.